Salut à toutes et à tous pour ce point de marché hebdomadaire du 20 février, donc intitulé Vers la fin du put Fed. Alors c'est un titre un petit peu barbare, mais qui pourrait avoir pas mal de conséquences sur les marchés, hein. Je vais vous expliquer un petit peu à partir de graphiques de quoi il en est. Alors tout d'abord, hein, les disclaimers, hein, que je rappelle encore. Donc il faut toujours faire très, très attention quand on traite sur les marchés, hein. Plus du 3/4 des investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Donc voilà, hein, formez-vous, prenez du temps pour apprendre, rapprochez-vous d'un conseiller en investissement si vous n'avez pas le temps ou la patience de vous former. En tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même à prendre très, très au sérieux, dans tous les cas. Alors, on commence donc par l'actualité. Alors, on commence par l'actualité, géopolitique, hein. Hem, L'Ukraine qui continue à faire, la une de l'actualité. Donc alors, bon, je vais peut-être passer pour un peut-être que dans quelques heures ou quelques jours, on se moquera peut-être de moi. Pour moi, voilà, c'est un non-événement. Je pense pas qu'on ira plus loin. Personne, n'ira, mourir pour Kiev, hein. Mais la médiatisation de la crise fait l'affaire des dirigeants. Heu, D'abord, bah, Vladimir Poutine, hein, qui ça fait quand même, 20 ans qu'il est au pouvoir en Russie et forcément, bah, sa popularité s'essouffle donc c'est intéressant pour lui de faire ressurgir le patriotisme russe autour de l'Ukraine. Mais côté occidentaux, c'est un petit peu la même chose, hein. On voit, Joe Biden qui a besoin de montrer ses muscles et de montrer qu'il est fort. Emmanuel Macron qui évidemment est en tête enfin est en quête d'une réélection et donc jouer un petit peu le chef de guerre, c'est quelque chose aussi qui peut l'aider pour être réélu. Donc on voit bien que ce genre de crise fait un petit peu l'affaire des dirigeants, mais a priori je vois mal un embrasement, voilà, un embrasement de l'Europe à cause de l'Ukraine. Mais évidemment, c'est mon avis personnel. Alors l'actualité, économique, très bons chiffres sur la croissance française, hein. C'est marrant, on entend beaucoup les gens, en France se plaindre, du pouvoir d'achat, et cetera. Mais force est de constater que on a une croissance attendue, de 7, c'est énorme. On a eu 650 000 emplois créés, un taux de chômage à 7,4, donc au plus bas depuis 15 ans et même au plus bas depuis, 2019, hein. On est même re on a enfin toute la hausse du chômage qui a eu lieu à cause du covid, de la crise du covid, bah, elle a été complètement effacée. Et puis en corollaire, on a de fortes hausses de salaires attendues pour 2022 qui vont être de l'ordre de 2,7 en moyenne sur l'ensemble de la population. Je passe, certains secteurs assez pénuriques, hein, comme le secteur de la santé, comme le secteur, de la restauration, le secteur de l'informatique, le secteur de l'assurance où là on va avoir des augmentations, qui vont plutôt être de 3, 4 ou 5. Donc voilà, donc pour la croissance française, en tout cas, on a eu de très, très bons chiffres. Mais bon, c'est pas ce qui explique aussi la solidité du CAC 40. Ça, on va revenir, plus tard un petit peu sur les indices actions. Alors côté États-Unis, c'est un peu plus contrasté. Alors on a des ventes au détail qui ont surpris favorablement, hein, puisque les ventes au détail aux États-Unis ont rebondi nettement plus que prévu en janvier. Donc elles ont progressé de 3,8 le mois dernier, donc après un recul de 2,5 en décembre. On a par contre des mises en chantier qui déçoivent, hein, puisque selon le département du commerce, les mises en chantier de logements se sont contractées de 4,1 en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis. Voilà, et puis je termine par l'actualité, sanitaire, qui pour moi n'est plus vraiment un sujet, hein. Le covid ne fait vraiment plus peur à personne, en tout cas les marchés, voilà, ça fait très longtemps ça fait maintenant ça fait maintenant 2 mois maintenant qu'ils ne font plus du tout attention au covid.
Je continue à le mettre comme point, mais voilà, je pense que si on n'a pas l'émergence d'un variant, virulent, dans quelques semaines, je pense que je n'en parlerai plus. Et je termine donc l'actualité par l'actualité monétaire qui est, pour moi très, très importante, hein. Les médias parlent beaucoup, beaucoup de l'Ukraine, mais pour moi le vrai sujet, c'est l'attitude des banques centrales et notamment de la banque centrale américaine, hein, de la réserve fédérale, hein, la Fed. C'est pour cela d'ailleurs que le titre de cette vidéo s'intitule «Vers la fin du put Fed». Alors, la Fed n'a pas effectué une hausse surprise des taux, hein, comme certaines rumeurs le laissaient entendre cette semaine. Donc c'est un peu ce qui a permis un petit peu au marché de souffler, durant la première partie, de la semaine, qui est passée. Néanmoins, elle laisse clairement entendre que les marchés ne sont plus sa priorité. James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, donc qui est très, très suivi, qui parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, a déclaré être préoccupé par le nombre d'Américains qui ont quitté leur emploi car ils sont en capacité de vivre seuls des seuls dividendes et des plus-values réalisées sur la bourse, en particulier sur le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Il évoque même des jeunes qui délaissent des emplois pénibles mais très utiles pour la société au profit de la spéculation sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, hein. Les médias en Europe n'en parlent pas beaucoup, mais là, on a un tournant majeur un petit peu de la politique de la Fed qui clairement s'inquiète d'un nombre grandissant finalement d'employés, hein, de personnes qui se sont enrichis, hein, ça peut être des employés de McDonald's, etc., qui se sont enrichis grâce à la bourse, qui quittent le monde du travail, hein, qui sont devenus libres financièrement. Ouais, ils ont pas eu besoin de suivre des chaînes YouTube pour ça. Ils sont devenus libres financièrement et ça commence à poser un petit problème parce que ça oblige les entreprises à devoir augmenter les salaires pour avoir de nouveaux candidats, ce qui évidemment alimente l'inflation. Donc moi, mon avis personnel, comme je viens de le dire, hein, les Américains sont très en avance sur nous, sur tout ce qui touche à la liberté financière et à l'importance de faire travailler l'argent pour soi. Ça, c'est très important, on a du mal à l'imaginer. Alors peut-être que pour vous qui suivez un petit peu cette chaîne, pour vous, c'est peut-être évident, mais c'est pas si évident que ça, hein. Tous les Américains connaissent le niveau du Dow Jones, clairement, alors que très peu de Français connaissent la valeur du CAC 40, hein. Faites un petit exercice autour de vous, allez discuter avec, le serveur de café, votre coiffeur, le chauffeur de taxi, votre artisan, menuisier, peintre, plombier, vous allez voir, demandez-leur quel est le niveau du CAC 40, bah, ils vont pas forcément, savoir vous répondre. Pourquoi? Pourquoi? Y a pas voilà, c'est pas du tout lié à l'intelligence quoi que ce soit, c'est parce que en Europe et en particulier en France, tout ce qui on n'a pas la culture de l'investissement. Et ça, c'est quand même, c'est dommage, c'est vraiment très, très dommage et voilà, j'espère un petit peu avec cette chaîne, un petit peu mobiliser les troupes quelque part, hein, vous sensibiliser sur l'importance de savoir investir, son argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc, avec le désengagement des salariés américains, d'ailleurs que l'on commence à appeler la grande démission, il y a de moins en moins de salariés qui tendent à qui cherchent du travail, en fait, simplement. Et donc, du coup, les salariés commencent à prendre le pouvoir via la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est ça qui est très, très marrant, c'est que le système capitaliste américain, c'est un système purement capitaliste, hein. Les ouvriers achètent des actions, les actions montent, les ouvriers se disent: «Bah, tiens, on gagne plus d'argent finalement, en regardant la bourse monter qu'en se levant très tôt le matin, et en s'usant physiquement. Autant partir à la retraite et vivre des dividendes des actions». C'est marrant parce que c'est ce système capitaliste américain qui est en train de réussir à faire augmenter les salaires parce qu'il y a de moins en moins de salariés sur le marché. Donc du coup, ils sont en position de force. Donc c'est ce système capitaliste qui est en train de faire monter les salaires, là où les syndicats en Europe et en particulier en France, se cassent les dents depuis des années, voire même des décennies. Donc c'est ça qui est très, très marrant. Souvent on critique, hein, le capitalisme, l'ultralibéralisme, le marché, la bourse, et cetera. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, c'est cet engouement des salariés américains, de la classe moyenne américaine pour la bourse, justement,
qui est en train de pousser ces gens-là à quitter le monde du travail, qui diminue le nombre de salariés de la classe moyenne qui sont en recherche de travail, et donc du coup ça rend ces derniers, ça met ces derniers en position de force pour demander des, des augmentations, de salaire. Donc c'est très marrant. Je voulais partager ça avec vous. Donc le libéralisme, hein, je jouais simplement la règle libérale de l'offre et de la demande, bah, a un impact beaucoup plus fort pour avoir une augmentation de salaire que, descendre avec une pancarte et se mettre en grève pour demander une augmentation. Donc ça, c'est très important à noter, et ça, c'est quelque chose, voilà, je voulais vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, chaque système, en fait, quand il y a un système, il n'y a pas de système parfait, hein. Tous les systèmes ont une injustice. Il y a 2 manières, en fait, de gagner. Premièrement, on démolit le système. Un peu dans l'idée un petit peu ce qu'on voit, les manifestations, les gilets jaunes, les grèves, voilà, on se met en guerre contre le système, on essaye de faire tomber le système pour être à la pointe d'un nouveau système dans lequel on serait gagnant. Ça c'est le premier point. Ça, bon, ça c'est un petit peu, voilà, c'est le rêve de grand soir, d'un certain nombre de personnes, notamment en France, hein, qui veulent jouer un petit peu le match, bah, de la lutte des classes, tout simplement. Et puis vous avez la deuxième méthode qui consiste tout simplement, un peu comme un joueur, enfin un judoka, à comprendre le système, à analyser les forces du système et à utiliser les forces du système contre, finalement, bah, ceux qui ont mis en place le système. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'Américains, des ouvriers, des professeurs, des instituteurs, des coiffeurs, des serveurs au McDonald's, qui ont acheté des actions, qui ont utilisé justement le système et qui finalement, en faisant ça, ont fait monter la bourse et paradoxalement ont mis une pression énorme sur les patrons, qui se retrouvent finalement en manque de salariés et qui sont obligés de remonter les salaires pour attirer des candidats. Donc ça, c'est très, très, très marrant. Voilà, c'est vraiment très drôle, et il faut quand même méditer. Voilà, on se moque souvent des Américains et tout, bah, quelque part, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant, Est-ce que c'est de manifester, devant les ronds-points, faire grève, s'énerver, et cetera, pour avoir une augmentation? Ou tout simplement jouer le jeu du système en ayant un comportement, finalement, capitaliste. Voilà, bon, moi j'ai pas la réponse à cette question, hein, j'ai pas, voilà, je suis pas candidat à la présidentielle, mais c'est une question, qui peut être intéressante à se poser. Alors pour en revenir à l'actualité monétaire, il y a quand même une conséquence, c'est que le resserrement de la Fed, qui va cesser de soutenir les marchés, bah, ne sera pas forcément la cause d'un crack, hein. C'est pas parce que la Fed remonte ses taux qu'il va y avoir un crack, mais les investisseurs sont prévenus. La Fed ne viendra plus au secours des marchés en cas d'incident, que ce soit la crise en Ukraine, la hausse du pétrole, l'inflation, un nouveau variant du Covid, etc., etc. Et c'est pour cela en fait que les marchés ont peur, notamment aux États-Unis, ont peur de la crise ukrainienne. C'est pas tant la crise ukrainienne qui fait peur, parce qu'on en a eu d'autres, hein, des crises avant. On a eu la Russie qui a quand même envahi la Crimée, en 2014. Ça n'a pas provoqué de krach. C'est juste que cette fois-ci, les marchés savent très très bien que à la moindre crise, hein, comme l'Ukraine, la Fed ne sera plus là pour faire tourner sa planche à billets et pour soutenir les marchés. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le put Fed. J'y reviendrai justement, tout à l'heure. Alors justement, bah, à propos de put Fed, ça on le voit en fait, au travers de la hausse de la volatilité. Alors je vais vous faire je vais pas refaire un cours sur les options, hein, c'est pas un cours de finance. En fait, qu'est-ce qui se passe? Heu, on s'est toujours posé, enfin moi en tant qu'investisseur, je me suis toujours posé la question: «Est-ce que ça vaut le coup de couvrir mon portefeuille action contre un risque de baisse des marchés?» Et moi, en toute, modestie, j'ai toujours pensé, en tout cas jusqu'à l'année 2021, que ça sert à rien de se couvrir. Ça sert à rien de se couvrir. Alors c'est pas que j'ai envie de jouer au poker sur les marchés actions, c'est que ça sert à rien, en fait, de s'assurer 2 fois contre un même risque. Or, jusqu'à il y a encore 2-3 mois, il y avait déjà une assurance universelle contre le risque de baisse des marchés qui était assurée par la Réserve fédérale américaine. C'est ce qu'on appelle le put Fed. Le put, en fait, c'est une option de vente. C'est une option
qui vous assure de pouvoir vendre une action à un prix que vous avez déterminé à l'avance avec votre contrepartie. Donc, si jamais vous décidez le Dow Jones vaut 35 000 points, vous dites bah, je veux avoir l'option de vendre le Dow Jones à 35 000 points, vous êtes tranquille. Si le Dow Jones s'effondre à 25 000 points, vous êtes assuré de pouvoir quand même vendre votre Dow Jones à 35 000 points. À l'inverse, si le Dow Jones monte à 40 000 points, vous n'êtes pas obligé de vendre le Dow Jones à 35 000 points. Vous pouvez le vendre à 40 000 points. C'est ce qu'on appelle des options de vente ou en anglais un put. Voilà. Donc ce mécanisme en fait de couverture, de se couvrir contre le risque de baisse des actions, normalement, c'est aux particuliers de le faire, c'est aux investisseurs de le faire, que ce soit les assureurs, les banques, les sociétés de gestion ou les particuliers qui ont misé pas mal d'argent. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, depuis 2008-2009, depuis la crise de 2009, c'est la Réserve fédérale, sont les banques centrales qui jouent un petit peu le rôle d'assureur en dernier recours. C'est-à-dire que dès que les marchés perdent plus de 15-20%, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, elles font tourner la planche à billets et elles rachètent quasiment tout ce dont les vendeurs se débarrassent. Les vendeurs vendent les actions, vendent les obligations, en fait se débarrassent de leurs actifs. Et normalement, dans un marché normal, les actifs doivent baisser jusqu'à temps qu'il y ait des acheteurs privés. Là, qu'est-ce qui se passe? Dès que les actifs commencent à baisser, la réserve fédérale arrive et elle rachète quasiment tout ce qui passe. C'est ce qu'on appelle le put Fed. En fait, c'est la réserve fédérale qui joue le rôle d'assureur en dernier recours. Donc c'est ce qui explique, en tout cas pour moi en tant que particulier, j'avais franchement pas du tout envie, j'étais pas du tout motivé pour me couvrir contre le risque de baisse des actions, puisque de toute façon, la Réserve fédérale le faisait mieux que moi. Ça sert à rien contre un sinistre d'avoir deux assurances. Je sais pas, vous avez une maison, vous avez un appartement, vous n'allez pas vous n'allez pas souscrire à trois assurances multirisques habitation. Vous n'allez pas souscrire 3 assurances pour assurer votre voiture. C'est pareil, sur les marchés, vous n'allez pas acheter, des puts, donc des options de vente sur les indices, alors que la Réserve fédérale, et la Banque centrale européenne, le font déjà. Ça sert à rien. Vous allez payer des primes, en fait, pour rien. Donc, du coup, voilà, ça servait à rien. Mais qu'est-ce que l'on observe? Là, on le voit à travers la volatilité, la hausse de la volatilité. Alors, la volatilité, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure 2 choses, en fait. Soit elle mesure la variation des prix, plus les prix évoluent de manière erratique, de manière saccadée, plus la volatilité va augmenter. Donc ça, c'est une notion, on va dire, intuitive, de la chose, mais la volatilité, en fait, elle peut se mesurer d'une autre manière, qui est le prix de la couverture. Alors ça, c'est un peu compliqué là-dessus, je vous laisse le soin de vous former, de suivre des formations sur les options. Donc là, vous avez la formule d'un put, c'est une option de vente, donc c'est une formule un peu, voilà, un peu compliquée qu'on appelle l'équation de Black-Scholes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, vous avez une relation qui est très étroite entre le prix d'une couverture, donc le prix que les investisseurs sont prêts pour s'assurer contre un risque de baisse du marché, tout ce qu'on appelle le prix du put, et la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité de l'actif, de l'actif que l'on souhaite, sur lequel on souhaite se protéger. Donc vous avez une formule, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et en fait ce que l'on voit, c'est que plus le prix des options augmente, le prix de la couverture augmente, donc plus il y a des gens qui se battent sur le marché pour se couvrir, plus la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité implicite, va augmenter. Vous avez un lien mathématique entre les deux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La Réserve fédérale est en train de se retirer du marché action. Elle a clairement laissé entendre qu'elle n'allait pas soutenir les marchés. Donc que vont faire les assureurs qu'ont commencé à faire les assureurs, les banques, les sociétés de gestion? Elles vont se couvrir. Elles voient ça, elles se disent: «Ouh là là, c'est urgent, ça devient urgent, on va se couvrir contre le risque de baisse des actions». Et donc du coup, les assureurs, les banques, les sociétés de gestion vont se mettre à acheter des couvertures contre la baisse des marchés actions qu'on appelle les puts, je rappelle. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le prix de ces puts qui va augmenter, c'est l'offre et la demande, Plus vous avez de gens qui veulent s'assurer en même temps, plus le prix de l'assurance va augmenter, donc le prix des puts augmente, et
via cette relation, la relation de Black-Scholes, hein, qui relie le prix des puts et la volatilité. Et ça, bah, quand les prix des puts de la couverture augmentent, bah, la volatilité, la valeur de la volatilité va augmenter. Et là, on l'observe très très bien. On a pendant de longs mois, voire des années, on avait une volatilité qui se maintenait en dessous de 20%. On a même eu dans les années 2016-2017, je crois, une volatilité du S&P qui était tombée à 10% sur les actions, hein. Et là, on voit une dérive, hein, de la volatilité des actions. On est à 28%. Donc la semaine dernière, hein, les marchés actions ont terminé avec une volatilité implicite de plus de 28%. Donc on voit bien qu'il y a un engouement des acteurs, hein, des personnes averties, on va dire, à vouloir se couvrir contre un risque de baisse des marchés. Et ça c'est important, ça c'est un signal. Alors, ça ne veut pas dire que les marchés vont baisser, mais ça c'est un signal d'avertissement qui montre clairement que le TINA, l'effet TINA, hein, There is no alternative, est peut-être en train de toucher à sa fin. Les gens vont peut-être commencer à voir que les marchés actions ne sont pas forcément contraints d'augmenter de manière indéfinie. Et ça, on risque de voir la fin de ce qu'on appelle le buy the dip, c'est-à-dire que dès qu'il y avait la moindre correction sur les marchés, les acheteurs se précipitaient pour acheter des actions avant finalement que la banque centrale ne le fasse. Là, la banque centrale, clairement, elle a indiqué que le marché action n'est plus sa priorité et on le voit au travers de la hausse des coûts de couverture et en corollaire de la volatilité implicite. Alors on va passer maintenant au marché. On voit que bah, les taux sont quand même sur une tendance, hein, haussière, même si on a eu une petite détente, hein, là ces derniers jours, hein, notamment sur le taux français, à cause, notamment de la crise ukrainienne. Mais on a quand même une tendance de fond, sur les taux qui est clairement haussière. Alors néanmoins, je l'avais déjà dit la semaine dernière, les courbes de taux nous envoient quand même des signaux d'un ralentissement, de l'inflation. Voilà, donc les chiffres d'inflation continuent à tomber, hein, l'inflation observée, hein, par l'INSEE. Il y a de quoi avoir peur, on a des des taux d'inflation qui commencent à atteindre 5%. En Europe, on est à 6%, aux États-Unis, on est à 7,5%, donc on a des taux d'inflation visibles, hein, réalisés qui sont très élevés. Mais, le marché, parce comme il y a un marché des options, il y a également un marché de l'inflation, ce qu'on appelle les obligations indexées inflation. Et ce marché des obligations indexées inflation, bah, quel signal il nous envoie? Il nous envoie un signal de ralentissement de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation anticipée par les marchés, elle va avoir tendance à baisser dans les prochains mois. Et là, on le voit, hein, la valorisation des obligations indexées inflation a atteint un plus haut le 15 décembre 2021. Et là, on voit, hein, depuis maintenant 2 mois, on a une baisse, on a un reflux de la valorisation des obligations indexées à inflation qui ont quand même perdu quasiment 7%. Donc c'est pas rien, 7% de baisse des obligations indexées à inflation. Et ça, bah, c'est un signal que nous envoie le marché qui nous dit que bah, l'inflation pourrait très très bien être temporaire. Donc ça, voilà, donc c'est pas pour défendre Christine Lagarde, mais le marché, hein, moi je suis là pour aussi analyser froidement les marchés. Le marché, en tout cas des obligations indexées à l'inflation, ne croit pas en une inflation pérenne et durable. Alors on a parlé de l'inflation, maintenant on va parler aussi de la croissance. Alors j'en ai parlé aussi la semaine dernière, donc qu'est-ce qu'on observe? Les taux, quand on regarde les taux, en fait les taux peuvent nous dire beaucoup de choses. On observe aux États-Unis, alors c'est pas du tout le cas encore en Europe, mais aux États-Unis, on observe ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe des taux. On a des taux courts qui sont en train de monter très très fort. Pourquoi? Parce que bah, les marchés maintenant n'ont plus du tout de doute que la réserve fédérale va procéder à au moins 5 ou 6 hausses des taux, donc qui va nous amener avec des taux courts à 1,5, 1,6%, les taux de 2 ans. Par contre, les taux longs, bah, ils ne s'envolent pas tant que ça. On est toujours à 2%, donc on a des taux longs qui n'explose pas, hein, qui reste coiffé autour de 2%. Et on commence même à observer des inversions locales entre certains points de la courbe des taux. Et ça, pour les économistes en tout cas, pour les investisseurs professionnels, ça, c'est un signal envoyé par la courbe des taux, comme quoi
l'économie américaine va connaître un ralentissement à horizon 1 an, 18 mois maximum. Et ça, souvent, c'est un signal qui est souvent, on va dire, de mauvais augure pour les marchés actions. Parce que si on anticipe un ralentissement de la croissance, alors on va anticiper une baisse des bénéfices des entreprises. Et il ne faut pas oublier que les marchés actions price surtout, non pas les résultats passés, mais ils price les résultats futurs. Donc ça, c'est très très important à avoir en tête. Donc on a quand même des signaux, on va dire négatifs hein, sur l'inflation, bon, ça on va pas s'en plaindre, mais également sur la croissance. Alors j'ai beaucoup parlé de la Fed, hein, du put Fed. Alors pour alors en Europe, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il est clair, hein, que la réserve fédérale va mordre, elle va clairement monter ses taux. Maintenant, c'est plus qu'une question de semaines, hein. En mars, on s'attend à une hausse des taux de 50 points de base, hein, de la Fed. En Europe, rien n'est encore joué. Rien ne dit que la Banque centrale européenne va remonter ses taux. En tout cas, elle parle, elle aboie, entre guillemets, hein. Christine Lagarde commence un petit peu à changer de ton. Mais si elle change de discours, ce n'est pas tant pour remonter les taux, contrairement à ce que fait la Fed, c'est que la BCE, en fait, la Banque centrale européenne, elle a deux problèmes aujourd'hui. Le premier problème, et pourquoi elle aboie, pourquoi elle gesticule en disant attention, l'inflation, je vais surveiller ça de près, je vais monter les taux, etc., sans forcément le faire. Pourquoi? Parce que il y a quand même un problème d'inflation ressentie, qui est la hausse des prix du pétrole. Le pétrole n'arrête pas d'augmenter, le pétrole est à plus de 90 $ le baril, mais nous, on paye. Le consommateur européen, lui, il paye le pétrole en euros. Quand vous allez faire le plein de votre voiture, vous allez payer le litre d'essence en euros. Or, qu'est-ce qui se passe si le prix du pétrole se maintient à 90 $, voire va vers les 100 $, et qu'au même moment, la réserve fédérale monte les taux? Qui dit hausse des taux dit hausse du dollar par rapport à l'euro, donc baisse de l'euro. Donc que va-t-il se passer pour le consommateur européen de pétrole? Bah lui, il voit le pétrole en dollars se stabiliser, mais l'euro baisse par rapport au dollar. Donc, si le prix du baril de pétrole exprimé en dollars ne bouge pas, mais que l'euro chute, bah vous faites votre plein, le plein de votre voiture, bah vous allez payer en euros, vous allez devoir payer de plus en plus d'euros pour faire votre plein de votre voiture. Donc du coup, l'inflation ressentie, donc je ne parle pas de l'inflation anticipée par les marchés, mais l'inflation ressentie par le consommateur européen, elle risque de fortement augmenter dans les prochaines semaines, voire prochains mois, si la Fed remonte ses taux. Non pas à cause de l'inflation en tant que telle, mais à cause de l'inflation importée liée à la baisse de l'euro. Et ça, la Banque centrale, elle le sait très très bien. Ça, Emmanuel Macron, il le sait très très bien. Il sait que si l'euro baisse par rapport au dollar, l'essence va monter et là, on va avoir les gilets jaunes puissance 10. Et ça, Christine Lagarde, elle le sait. Donc c'est pour ça que vous avez une Banque centrale européenne qui aboie. Pourquoi? Parce que justement, elle veut donner l'illusion au marché qu'elle contrôle très très bien, qu'elle va augmenter les taux pour empêcher l'euro de se dévaluer par rapport au dollar et freiner la hausse des prix que paiera le consommateur européen en euros du plein d'essence. Donc là, en fait, la BCE, elle est obligée d'aboyer, non pas pour aboyer, non pas pour le plaisir, mais elle est obligée d'aboyer pour éviter que l'euro ne se déprécie. Mais elle ne peut pas mordre. Elle ne peut pas mordre. Pourquoi? Parce que vous avez dans le graphique ici de droite, vous avez les spreads qui n'arrêtent pas de se tendre. Là, c'est le spread entre le risque de crédit de la France et le risque de crédit de l'Allemagne. Et là, on voit que le risque, le risque spécifique associé à la France, il a augmenté de 50 points de base. Il est à 50 points de base aujourd'hui. Il est passé en un mois de 30 points de base à 50 points de base. Il a presque doublé. Enfin, il a augmenté de 50%. C'est énorme. Donc, si la Banque centrale européenne fait la même politique que la Fed, c'est-à-dire qu'elle commence à resserrer, à remonter ses taux, à arrêter la planche à billets, à arrêter le rachat des obligations d'État
notamment l'État français, de l'État italien, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les taux allemands, ils vont certes continuer peut-être à monter un petit peu, mais par contre, les taux français, la France est très endettée, 130% le ratio dette sur PIB. Que vont faire les taux français? Ils vont exploser. Les taux grecs, je vous en parle même pas, les taux grecs, ils peuvent aller à 30 ou 40%. Donc si jamais la Banque centrale européenne s'engage dans le même processus qu'aux États-Unis de resserrement monétaire, bah la France risque tout simplement la faillite. Et il n'y a pas que la France, l'Italie, l'Espagne, tous les pays d'Europe du Sud risquent carrément de faire faillite, de ne même plus pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Donc la situation est très très compliquée pour la Banque centrale européenne. Elle est vraiment très compliquée. Elle ne peut, elle ne peut pas augmenter ses taux sous, sous peine de prendre le risque de mettre des pays carrément en situation de faillite. Je dis bien de faillite, dont la France, je rappelle. Mais si elle ne fait rien, elle risque de laisser l'euro se déprécier. Et alors là, on risque d'avoir vraiment une très forte hausse de l'inflation importée, notamment l'inflation de l'essence, du prix du pétrole, pour nous Européens et pour nous Français. Donc voilà, donc la situation de la Banque centrale européenne est très très compliquée, exacerbée en plus par les problèmes avec la Russie et l'Ukraine, hein, mais ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc la situation en Europe est très très compliquée. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi faire assez mal au marché dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, on va passer au CAC 40, hein. Donc, le CAC 40 bon, il n'a pas fait grand-chose cette semaine, hein. Il a buté il y a 10 jours sur les 7150 points. Donc, on voit l'apparition d'une épaule tête-épaule, hein. Donc, on est toujours dans ce scénario, hein. Là, je vous fais le zoom, hein. Donc, on a la première épaule, hein, le 18 novembre 2021, où le CAC 40 avait tapé les 7200 points quasiment, donc avant l'arrivée du variant Omicron. Ensuite, on a eu la tête, hein, avec l'envolée exponentielle jusqu'au 4 janvier 2022 qui a amené le CAC 40 à quasiment 7400 points. Vous avez ensuite une nouvelle baisse liée à la peur de l'inflation, etc. Vous avez la remontée, une nouvelle remontada vers 7150 points, donc le symétrique le 9 février 2022. Et là, depuis, en fait, on rebaisse. On a des rebonds de moins en moins forts, de moins en moins vigoureux. Et là, on a une tendance de faiblesse du CAC 40. Néanmoins, le CAC 40 est sans doute l'indice au monde qui résiste le mieux à cette morosité ambiante. Enfin, franchement, là il faut faire cocorico. On verra, hein, quand je vais aborder le Dow Jones et le Nasdaq. Le CAC 40 est un des indices qui résiste le mieux à l'environnement actuel. Néanmoins, attention à l'arbre qui cache la forêt. Si le CAC 40 résiste très très bien, il y a de plus en plus de valeurs dans le CAC 40 qui commencent à, à perdre pied. À perdre pied. Et là, justement, on va le voir ici. Là, c'est le CAC 40, hein, c'est la valeur du CAC 40. Et là, en fait, ce que l'on fait, c'est que j'ai pris un autre indice, un fonds cette fois-ci qui investit sur les actions françaises, hein, qui s'appelle AXA France Opportunity, un des meilleurs fonds qui investit sur les actions françaises. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, en fait, on voit que ce fonds, il a une tendance qui est plutôt baissière. On n'a pas vraiment une épaule tête-épaule, on a une épaule tête-épaule qui est un petit peu biscornue, on va dire. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce fonds-là, on évite de surpondérer certaines valeurs qui permettent en fait au CAC 40 de rester sur la ligne de flottaison. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui maintient le CAC 40? Ben, c'est le luxe, notamment, hein, les calls qui sont l'équivalent des GAFA, des GAFAM, mais même au sein du secteur du luxe, on voit des craquements qui commencent à apparaître. Là, on voit par exemple Hermès, qui est quand même un gros fleuron de l'industrie du luxe. Bah, Hermès a perdu, voilà, Hermès a perdu 40% de sa valeur sur les 3 derniers mois. Et rien que cette semaine, vous voyez, il est passé de 1277 à 1200, voilà, à 1203. Donc une très très forte, voilà, une très très forte baisse. Et le secteur du luxe, hein, notamment Hermès, commence à souffrir. Et ce qui permet de maintenir en fait le CAC 40 au-dessus de la ligne de flottaison, bah, c'est LVMH. C'est encore LVMH
qui fait partie du secteur du luxe, mais qui réellement permet au CAC 40 de rester solide, hein. En tout cas, bravo à LVMH, hein, mais alors, voilà, est-ce que LVMH va pouvoir, continuer à garder, le CAC 40, à portée des 7 000 points? Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser, hein, même si, voilà, même si Bernard Arnault, c'est quelqu'un de très, très fort, de très voilà, on peut lui faire beaucoup de compliments. Bon, il peut pas porter la planète sur ses épaules. Donc ça, c'est un petit peu, vous voyez, entre la position très critique, hein, de la Banque centrale européenne, les informations que nous envoie la courbe des taux qui s'aplatit, hem, la Fed qui va arrêter de soutenir le marché, beaucoup d'entreprises qui commencent un petit peu à craquer, qui ne peuvent pas répercuter notamment la hausse de enfin la hausse des prix. Donc tout ça, en fait, me laisse perplexe, m'oblige en fait à être prudent sur le CAC 40. D'autant plus que quand on regarde les autres indices, notamment le Dow Jones, bah, là on voit que la situation, elle est clairement pas si voilà, elle est de plus en plus voilà, elle est de plus en plus fragile. On voit que la volatilité, elle augmente, hein. Donc je vous ai parlé de la volatilité implicite, hein, qui est liée à la couverture, mais là on voit les marchés, hein, les mouvements, hein, du Dow Jones deviennent de plus en plus saccadés, de plus en plus amples. Et là, on voit, hein, l'apparition, cette fois-ci, hein, voilà, on a épaule, tête, épaule, mais on a une épaule, tête, épaule plutôt baissière, hein. La deuxième épaule, hein, l'épaule droite, elle est en dessous de l'épaule de gauche. Et donc là, on a vraiment un espèce de triangle baissier qui semble apparaître avec un support, hein, des 33 000 points qui, si jamais devait être lâché, si le support des 33 000 points devait casser sur le Dow Jones, là on pourrait avoir une vraie jambe baissière et on pourrait très très bien avoir le Dow Jones qui passerait en bear market. Bear market, c'est, je rappelle, hein, c'est une baisse de plus de 20% de l'indice. Pour le moment, on n'y est pas encore, on est encore au stade à peine de la correction, mais il faut vraiment surveiller le niveau, la tête de cou des 33 000 points. Alors sur le Nasdaq, là, la situation, elle est beaucoup plus compliquée, hein. Là, on voit clairement que les rebonds qui ont lieu sur le Nasdaq sont de plus en plus, timorés, de plus en plus fragiles. On a quand même un gros poids lourd du Nasdaq, un Facebook qui a lâché, qui a perdu 40 de sa valeur. Donc là, on a vraiment en fait, dans le Nasdaq, on a réellement un signal de faiblesse qui commence à être inquiétant et si jamais les 14 000, hein, les 13 800 points, devaient lâcher sur le Nasdaq, on pourrait avoir vraiment une deuxième jambe baissière qui pourrait nous conduire à, 12 000 points. On pourrait voir, le Nasdaq, revenir à, voilà, quasiment, voilà, 12 000 points. Et là, on pourrait vraiment parler d'un début de tendance baissière sur le Nasdaq. Alors sur la bourse chinoise, bah, il n'y a pas grand-chose en fait à noter, hein. On a l'indice chinois qui continue à résister sur les 15 000 points. Mais bon, par rapport au Dow Jones, alors autant sur le Nasdaq, le Dow Jones, la baisse, elle est récente, donc elle a de quoi inquiéter. On a la réserve fédérale qui change de ton. Autant sur la bourse chinoise, bon, ça fait maintenant un an que finalement l'indice chinois est en tendance baissière, mais on voit que finalement, pour le moment, bah, la baisse semble s'être arrêtée. L'hémorragie, des actions chinoises semble s'être arrêtée et on a un indice chinois qui continue à résister sur la zone des 15 000 points, ce qui est plutôt positif, en tout cas relativement à ce que l'on observe, aux États-Unis. Alors sur l'or maintenant, l'or, alors là on a eu quelque chose de très intéressant cette semaine. On a eu une cassure franche, cette fois-ci on ne peut plus en douter, on a eu une cassure franche du seuil des 1 850 $ l'once. Donc vous voyez ce long triangle, hein, rouge, hein, vous avez le support en vert qui est à 1600, à peu près 1670 points, et vous avez, hein, la ligne,
la résistance baissière en rouge, hein, qui se situe autour de 1850 l'once, et ben là, on a réussi à la casser franchement cette fois-ci, hein. Tout au long de la semaine dernière, chaque jour on battait record, enfin record local, hein, c'est pas un record absolu, mais on battait record sur record local sur l'or. On a cassé franchement les 1850 l'once et on a même cassé les 1875 l'once, hein, qui c'était l'ancien pic ici. Donc là, ça c'est très intéressant. On a une figure, en fait, on a l'or qui amorce en fait une figure de retournement, un début de retournement. Alors la question est de savoir, est-ce que l'on a un bull trap, un vrai bull trap, pas une mèche haute mais un bull trap, ou est-ce qu'on a un vrai retournement cette fois-ci à la hausse sur l'or. Ça, voilà, ça on le saura dans les prochains jours. Et à mon avis, ce qui va nous permettre, en fait, le juge de paix, pour moi, ça va être l'Ukraine. Moi, personnellement, j'ai du mal à vraiment à m'alarmer, à me faire peur par rapport à la situation ukrainienne, hein. Franchement, pour moi, c'est du bluff. Mais les marchés, eux, ils ont un petit peu peur de ce qui se passe en Ukraine. Donc là, la question, ce qui va être intéressant de voir, c'est que va-t-il se passer quand la situation en Ukraine va s'apaiser? Parce qu'il y aura forcément une solution. Il y aura forcément une solution, soit il y aura un compromis entre les Russes et les Occidentaux, autour duquel, bah, je sais pas, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, par exemple. Soit, je sais pas, les Russes, peut-être, hein, ils peuvent envahir l'Ukraine. Bon, les Occidentaux vont un peu hausser les épaules, mais je pense pas qu'on fera la guerre pour l'Ukraine. Et puis bah, les marchés vont l'anticiper, voilà, ça va être comme en 2014 avec la Crimée, et puis on n'ira pas plus loin. Et donc là, ça va être intéressant de voir ce que va faire l'or lorsque la crise ukrainienne sera entièrement pricée par les marchés, un peu comme le Covid aujourd'hui. Donc là, ça va être intéressant. Si l'or rebaisse, si l'or baisse parce qu'il va y avoir une détente sur l'Ukraine, là, ça c'est un signal que bah, en fait on avait affaire juste à un bull trap sur l'or. Si l'or maintient le contact des 1900 l'once, voire continue à augmenter, alors que l'on observera, tout en observant une détente sur l'Ukraine, ça veut dire que l'or est peut-être en train de repartir sur une tendance haussière de long terme. Voilà, c'est un peu mon interprétation des choses. Donc à surveiller, comportement de l'or dans les prochains jours, au regard de ce qui va se passer avec la crise ukrainienne. Alors sur l'argent, alors la situation de l'argent est un peu similaire à celle de l'or, hein. Si vous voyez en pas horaire, on a l'argent qui est soutenu par un double support haussier, un support haussier de court terme, hein, voilà, c'est un petit support haussier, mais qui pour le moment a résisté une, 2, 3, 4, quasiment 5 fois, donc qui résiste bien. Donc pour le moment, l'argent se situe un peu en dessous de 24 l'once. Sur le long terme, hein, si on se place en pas journalier, là on voit que l'argent est dans une situation peut-être un peu moins favorable que l'or. Alors est-ce que l'argent est plus fragile que l'or? Ou est-ce que l'argent a du retard par rapport à l'or? Ça, c'est aussi une question très intéressante à se poser et il faudra suivre ça de près. En tout cas, si jamais l'or devait partir dans une tendance haussière de long terme, s'il ne s'agit pas juste d'un bull trap, alors il y a de quoi être très favorable sur l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent a souvent tendance à répliquer avec une amplitude beaucoup plus forte et avec retard l'évolution des cours de l'or. Donc si par exemple l'or se met à monter, par exemple, j'ai n'importe quoi, de 1% chaque semaine, et que c'est intégré par les marchés, bah l'argent, qu'est-ce qui va se passer? L'argent, avec 2, 3, 4 semaines de retard, bah, il va se mettre à remonter, mais non pas de 1% par semaine, mais peut-être de 2 ou 3%, voire 5% par semaine. Donc l'argent est est un métal qui est beaucoup plus nerveux que l'or, qui peut évoluer de manière beaucoup plus agressive, plus nerveuse que l'or, et souvent avec un certain lag de retard. Donc voilà. Donc si jamais on pense que l'or est en train de se retourner vraiment à la hausse, bah, jouer l'argent peut être intéressant parce que on est quand même beaucoup plus loin des records
des 30 $, hein, que l'or est éloigné de la zone des 2000, des 2100 $. Et je vais terminer par les cryptos. Alors sur les cryptos, la situation est beaucoup plus compliquée. On a franchi, hein, il y a une semaine, hein, les 40 000 $ par Bitcoin, et malheureusement, on n'a pas réussi à tenir le front, on n'a pas réussi à tenir la zone des, euh, des 40 000 points, des 40 000, hein. On a rebasculé en dessous des 45 000 points, on a rechuté. Et ce week-end, au moment où je parle, on a même cassé à la baisse les 40 000 points pour se situer à 38 000 points. Et donc ça c'est plutôt assez inquiétant pour le Bitcoin, et il y a, on va dire, des chances importantes, hein, pour que l'on vienne retester la zone des 30 000 à 35 000 dollars le Bitcoin, hein. C'est le bas en fait de ce canal, hein, de ce large range. C'est le bas de ce large range. Il y a de grandes chances qu'on vienne le tester. Et alors si jamais on devait casser par le bas la zone des 30-35 000 dollars, alors là on pourrait avoir vraiment, là ça peut devenir très compliqué pour les détenteurs de Bitcoin. Alors en conclusion, donc vous voyez une vidéo assez riche, hein. La Fed a clairement décidé de mordre et de ne plus, du moins temporairement, suivre les souhaits des marchés. Donc clairement, la Réserve fédérale et Monsieur Bullard l'a clairement affirmé, la Fed n'est plus l'allié des marchés. Et ça va changer énormément de choses, hein. Le risque va, alors ça ne veut pas dire que les marchés vont s'effondrer, attention, mais ça veut dire que les risques exogènes, coronavirus, Ukraine, inflation, etc., vont devoir être pris beaucoup plus au sérieux par les marchés, qui sauront que la Réserve fédérale ne sera plus derrière eux pour les soutenir à chaque fois qu'il y en a besoin. Voilà, ça c'est pour les États-Unis. Pour l'Europe, la BCE, je l'ai dit tout à l'heure, elle est tiraillée entre la volonté de limiter la hausse des cours du pétrole, converti en euros, les prix à la pompe, et le risque de hausse des spreads entre les taux des différents pays. Avec à la clé, attention, c'est très important, très peu de personnes en parlent, alors à part peut-être un économiste, un Marc Touati qui en parle dans ses vidéos, personne n'en parle, mais le risque de taux, quelque chose de très important. Quand on voit le poids de la dette de pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la France, si jamais les taux devaient remonter fortement dans ces pays-là, c'est pas pour être alarmiste, il y a un vrai risque de solvabilité de pays et de gros pays de la zone euro, notamment la France. Donc ça, la BCE le sait très bien, et c'est pour cela qu'elle est vraiment tiraillée entre maintenir la parité du pouvoir d'achat de l'euro et éviter que les taux, notamment les taux de certains pays comme la France, ne remontent trop. Les statistiques économiques continuent à être très solides, en particulier sur les chiffres de la croissance, du chômage et de la hausse des salaires, notamment en France. Ça, c'est le point positif. La France est très endettée, mais il faut reconnaître que on a quand même un très beau redémarrage de la croissance. On a un chômage qui a beaucoup baissé, et on a quand même des salaires qui sont assez dynamiques. Alors je sais, ça, si vous m'entendez, vous allez me dire: «Mais moi j'ai été voir mon chef et j'ai pas eu d'augmentation». Oui, vous faites peut-être partie désolé de vous dire, des rares personnes qui n'ont pas eu de hausse de salaire, mais moi voilà, moi j'essaye d'avoir une vision, on va dire, globale, hein, macro. La plupart des salariés français verront leur salaire augmenter cette année 2022. Soit parce qu'ils ont un chef sympa qui va les augmenter, soit parce qu'ils ont fait du bon boulot, soit parce qu'ils auront démissionné pour prendre un poste où ils seront mieux payés. Donc ça, c'est plutôt positif pour la France, malgré pour le moment la remontée des taux de l'État français. Alors il y a quand même un bémol, hein, les indicateurs avancés, notamment la baisse de la valeur des obligations indexées inflation et l'aplatissement de la courbe des taux américaine, témoignent d'un ralentissement de la croissance et d'une décélération de l'inflation pour le second semestre 2022. Alors, les marchés actions semblent aussi avoir atteint des plus hauts en début d'année 2022. Donc, a priori, quand on a vu le CAC 40 entre le 31 décembre et le 4 janvier,
prendre 100 points à chaque séance pour passer, en ligne droite de 7 150 points à 7 400. Bah, maintenant avec le recul, on peut penser raisonnablement qu'il s'agissait ce qu'on appelle d'un bouquet final, c'est-à-dire que le point haut atteint début de l'année 2022, bah, il semblerait qu'on risque de ne plus le voir avant un certain moment. Et ça, voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on va s'effondrer, mais il y a des chances pour que les gens qui ont acheté vraiment en le 4 janvier 2022, bah, il y a des chances que ces personnes-là risquent de euh, ne plus revoir ces niveaux avant un petit moment. Les marchés obligataires, bah, malgré un petit rebond des marchés obligataires, hein, une détente des taux, bah, ils restent sous pression, clairement, hein. On a un mouvement de remontée des taux, notamment aussi en Europe, et ça, bah, ça impacte les marchés obligataires. Et enfin, dernier point, l'or et l'argent, hein, dont les cours tendent à monter, hein, ne semblent pas croire à un resserrement monétaire durable de la part de la Fed. On risque même d'avoir une hausse violente des taux de la Fed, une hausse violente de 6 à 7 hausses des taux, hein, certains parlent, mais ce que nous montrent les cours de l'or et de l'argent, cette hausse pourrait ne pas être durable. On pourrait avoir une forte hausse des taux de la Fed, rapide, mais cette hausse-là pourrait être courte, assez courte, et se terminer dès l'année 2023. Voilà, en tout cas, c'est ce que montre l'aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis et la bonne tenue des cours de l'or et de l'argent. À voir comment évolue la crise ukrainienne, bien évidemment. Si l'or et l'argent chutent fortement suite à une prochaine détente de la situation en Ukraine, bon, ça veut dire que finalement l'or et l'argent ne price pas une fin de resserrement monétaire. Donc voilà un petit peu pour ce point de marché. Alors il y avait des choses un petit peu techniques, hein, aplatissement de la courbe des taux, le put Fed, les volatilités implicites, Black and Scholes. Bon, voilà, j'ai essayé un petit peu de vous présenter de manière avec le plus de jargon, on va dire, de manière la plus, voilà, la plus littéraire possible, voilà, mais c'est important quand même d'aborder un petit peu les choses, hein, de ne pas me contenter de dire: «Ah bah tiens, la bourse elle monte, elle baisse». Non, d'essayer un petit peu de creuser un petit peu voilà, l'arrière-boutique, hein, les dessous de l'iceberg des marchés financiers. Voilà, voilà, donc là maintenant je vais terminer, cette vidéo, hein, les 2 slides par mon portefeuille personnel. Alors moi j'ai profité, de la hausse, hein. L'or a beaucoup monté, hein, cette semaine, vous avez pu le constater. Bah, moi j'en ai profité pour prendre une partie de mes bénéfices sur l'or, hein. Donc j'ai réalisé, vous voyez, hein, c'est la dernière barre bleue ici. Donc j'en ai profité pour réaliser des plus-values sur l'or, notamment le 15, vers le 15 février. Et là, on voit en fait, là c'est l'évolution depuis que j'ai ouvert mon compte, des plus-values en fait réalisées, l'évolution des plus-values réalisées un jour par jour depuis, depuis le 26 janvier. Donc on voit que c'est plutôt positif, hein. Je mène pour le moment ma barque, pour le moment je suis pas trop mécontent quand je vois ce que font les marchés. Je mène plutôt pas trop mal ma barque, sachant que j'apprends aussi à découvrir comment marche cette nouvelle plateforme de trading. Et là vous avez une petite photo. Alors je vous ai parlé un peu de mes plus-values réalisées. Alors là je parle du de la valorisation latente de mon portefeuille. J'ai ouvert 4 nouvelles positions cette semaine. J'ai ouvert une position sur le Nikkei japonais, sur le pétrole, sur le cuivre et sur les actions indiennes. Donc là, vous avez, hein, les carrés verts, hein, ce sont les 4 nouvelles positions que j'ai ouvertes. Et là, on voit pour le moment mon portefeuille. Alors là, ce sont les positions qui sont ouvertes, hein, qui sont aujourd'hui ouverte, bah, pour le moment, en latent, je suis en perte de 93 €. Bon, 93 € de perte sur 25 000 € investis. Voilà, on va dire que c'est quasiment flat, hein. Voilà, pour le moment, je suis pas trop mécontent. J'ai réalisé 100 € de plus-value, hein, donc là, c'est 100 €, ça y est, c'est des plus-values réalisées, et j'ai un stock de moins-value d'à peu près 92-93 €. Donc voilà, donc la valeur liquidative de mon portefeuille, elle est
à l'euro près autour des 25 000 euros, qui est la somme en fait que j'ai investie sur cette plateforme. Donc pour le moment, je suis pas trop mécontent. Pour le moment, ça voilà, je j'arrive quand même dans un marché assez houleux, assez dur assez difficile à traiter, on va dire. Et pour le moment, voilà, j'arrive j'ouvre des positions et pour le moment, en fait, les pertes, enfin, les gains compensent les pertes et on regarde, hein, sans surprise, hein, le gros de mes pertes, bah, c'est, le bitcoin qui je vous avais parlé, hein, le bitcoin qui baisse beaucoup, le Dow Jones et le Nasdaq. Donc ça, donc ça c'est sans surprise et bah, mes gains, bah, c'est l'or, les actions chinoises et la volatilité parce que j'ai pris, voilà, je quand j'ai senti que la réserve fédérale était en train de lâcher complètement les marchés, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la volatilité, donc des puts quelque part, des options de vente sur les marchés, hein. J'ai acheté de la volatilité pour couvrir une partie de mon portefeuille. Je les ai achetés à 22, 23 presque, on est à 28. Donc bah, je suis plutôt content et ces gains sur ces produits de volatilité permettent de limiter en partie les pertes, notamment sur les marchés américains. Voilà, bah, écoutez, bah, voilà, c'est un petit peu la fin de ce point de marché hebdomadaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire un petit peu ce que vous pensez, s'il y a certaines choses que vous souhaitez que je creuse davantage. En tout cas, les prochaines semaines vont être très intéressantes parce que maintenant que la Réserve fédérale va moins s'occuper des marchés actions, va moins chercher à soutenir les marchés à chaque faiblesse de leur part, bah là, ça va être très intéressant parce que on va enfin retrouver la vraie valeur du risque. C'est-à-dire quand il y a un problème qui se passe, bah, les marchés vont maintenant réagir vraiment de manière en temps réel face aux risques que ces marchés vont percevoir. Et non plus en se disant bah, c'est pas grave, il y a un variant, il y a la crise ukrainienne ou il y a autre chose. Bah, c'est pas grave, à la limite, vaut mieux que cette crise arrive parce que de toute façon, la réserve fédérale va imprimer ce qu'il faut. Là, c'est ça qui est bien, c'est que dans les prochaines semaines, on va avoir des marchés qui vont beaucoup mieux réagir aux fondamentaux économiques, à l'actualité macroéconomique, géopolitique, sanitaire et microéconomique que à la réserve fédérale qui fait tourner sa planche à billets. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et vous donne rendez-vous à dans une semaine. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt. Salut tout le monde.